Donc je suis coprésident de l'Union juive française pour la paix. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, nous sommes la composante juive dans le mouvement de soutien aux droits du peuple palestinien, tout simplement parce que cette guerre n'est ni coloniale, ni raciale, ni religieuse. Donc il était important qu'il y ait une composante juive, ne serait-ce que pour ne pas laisser la propriété du judaïsme sioniste, et je vais justement en parler. Et de la même façon, il existe en Israël une petite minorité israélienne anticolonialiste qui lutte pour les droits du peuple palestinien avec les Palestiniens. Alors je commencerai par dire qu'on a vécu un été meurtrier. Vous savez, peut-être vous ne le savez pas, mais juste après le massacre de l'opération que les Israéliens ont appelée bordure protectrice, qui n'est d'ailleurs pas le vrai terme, c'est le terme anglais, le tribunal Russell sur la Palestine a fait qui est un tribunal symbolique, qui avait condamné l'État d'Israël pour apartheid en novembre 2011, a fait une session spéciale à Bruxelles, où il a dit que l'État d'Israël s'était rendu coupable de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité et d'incitation au génocide, selon la définition internationale de ces crimes. Les crimes contre l'humanité, en particulier, ce sont les pilonnages volontaires d'écoles, de refuges, d'hôpitaux. Et on sait qu'à Gaza, 85% des victimes n'avaient strictement rien à voir avec aucune résistance armée et étaient des civils avec un très grand nombre de femmes et d'enfants. Gaza n'est qu'un tout petit morceau de l'apartheid israélien. Quand je dis un petit morceau, c'est quand même quelque chose d'important, c'est une cage où vivent 1 800 000 habitants, c'est pratiquement la population des Bouches-du-Rhône, sur 360 km², c'est-à-dire c'est 15 à 20 fois plus petit que les Bouches-du-Rhône, donc une densité de population de 5 000 habitants au km². C'est un territoire où, avant même le massacre de cet été, les Israéliens ont tué en 7 ans 650 personnes par exécution extrajudiciaire à coups de drone, où les rares terres qui existent, qui ne forment que 20% de la superficie de Gaza, mais qui sont le long de ce que les Israéliens appellent la barrière de sécurité, 150 000 familles de paysans y travaillent. En 7 ans, ils ont eu 150 mortes, des paysannes et des paysans, et 6 000 ânes qui ont été tués, de dangereux terroristes certainement. Les pêcheurs aussi à Gaza se voient interdire d'aller pêcher à plus de 3 km des côtes. Ils ont eu de très nombreuses victimes, ils ont eu pratiquement 200 bateaux qui ont été confisqués en 7 ans. Ils vivent aujourd'hui dans la misère la plus noire parce qu'il n'y a pas de poissons le long des côtes et ils ont eu de nombreuses victimes. Il faut savoir qu'à Gaza, non seulement on manque de nourriture en quantité suffisante, de médicaments, de ciment, mais surtout d'eau. Les Israéliens, quand ils ont évacué Gaza en 2006, ont creusé sur les 40 km de frontière entre Gaza et Israël, un puits tous les 100 mètres. Et un rapport de l'ONU dit que d'ici 2020, il n'y aura plus de Gaza, tout simplement parce que la catastrophe qu'on attend d'un moment à l'autre aura lieu, c'est-à-dire que de façon définitive, l'eau de mer aura envahi la totalité de la nappe phréatique. Il faut 300 ans pour renouveler une nappe phréatique, et donc le jour où la nappe phréatique de Gaza est envahie, pour l'instant elle est envahie en assez grande partie, mais le jour où elle est envahie totalement, Gaza n'aura définitivement plus d'eau potable. En tout cas aujourd'hui, à Gaza, il faut importer de l'eau potable. Il faut savoir qu'à Gaza, on manque de pétrole. Le coup d'État en Égypte a fait détruire la quasi-totalité des tunnels. Donc on est retourné à l'ère des charrettes. On est retourné à une époque où il y a en moyenne 4 heures d'électricité par jour. La seule centrale électrique a été pulvérisée. Donc c'est les groupes électrogènes quand ça marche. Et donc une situation de chaos, une situation où on fait retourner les gens dans des conditions qui datent de plusieurs siècles en arrière. Et où donc c'est une cage où on expérimente comment un peuple enfermé peut survivre et où toute la communauté internationale fait payer à Gaza le fait d'avoir mal voté, de ne pas avoir voté pour le candidat qui était prévu par la communauté internationale. Mais quand je dis Gaza n'est qu'un petit morceau de l'apartheid israélien, il faut que vous compreniez une chose, et ça c'est directement en liaison avec le sionisme dont je vais parler tout à l'heure. Il y a entre Méditerranée et Jourdain 6 millions de juifs israéliens et 6 millions de Palestiniens. Et comment cette situation arrive à exister? Parce que l'occupation a fait exploser, fragmenter
les Palestiniens en autant d'entités différentes. Il y a Gaza dont je viens de parler, il y a la Cisjordanie, il y a Jérusalem-Est, il y a les Palestiniens d'Israël, il y a les réfugiés, il y a les prisonniers. Alors si je dis quelques mots de la Cisjordanie, aujourd'hui si on enlève Jérusalem-Est, la Cisjordanie est un peu plus petite que les Bouches-du-Rhône, pour 2 300 000 Palestiniens et 400 000 Juifs israéliens qui vivent dans cette Cisjordanie, 400 000 colons. Mais quand vous allez là-bas, la première chose, c'est que vous vous demandez où est la frontière. Si vous regardez le mur en pierre de très très large partie du territoire palestinien, les colons occupent aujourd'hui 42% de la superficie et toutes les grandes villes palestiniennes sont encerclées par les colonies ou par le mur. Les Israéliens ont volé jusqu'à la mémoire palestinienne, puisque Hérodion, Qumran, le tombeau de Rachel sont devenus des parcs nationaux israéliens alors qu'ils sont situés en Cisjordanie. Les Palestiniens sont y compris obligés d'acheter leur propre eau aux Israéliens, alors que la Cisjordanie est un des châteaux d'eau de la région, avec le Golan et le lac de Tibériade. Ils sont obligés d'acheter leur propre électricité, et le territoire est hérissé de checkpoints qui rendent extrêmement aléatoires tous les actes de la vie quotidienne, se déplacer, étudier ou se soigner. De nombreuses Palestiniennes et Palestiniens sont morts sur les barrages en voulant aller à l'hôpital. Il y a eu jusqu'à 700 checkpoints. La situation qui aujourd'hui est la plus explosive est probablement celle de Jérusalem-Est. C'est là où on attend le drame absolu d'ici quelques jours, parce que le gouvernement israélien est en train de l'organiser. Jérusalem, il faut comprendre que c'est une ville de 800 000 habitants. 280 000, c'est Jérusalem-Ouest qui était israélienne depuis 1948, mais à Jérusalem-Ouest aussi, il y a eu un nettoyage ethnique. En 1948, de très nombreux Palestiniens ont été chassés de là. Notamment, c'est à Jérusalem-Ouest que se trouve le village de Der Yassin, qui est le village martyr de la guerre de 1948, là où les milices de l'extrême droite sioniste, de l'Irgun et du groupe Stern, ont massacré le 9 avril 1948 250 paysans palestiniens. Der Yassin aujourd'hui est un nouveau quartier de Jérusalem qui s'appelle Givat Shaul, et le tunnel routier qui passe sous Givat Shaul porte le nom de l'assassin, Menachem Begin. Et c'est sur le territoire de Givat Shaul que les Israéliens ont construit Yad Vashem, le musée de la Shoah. Vous voyez un petit peu comment toutes les choses un petit peu se construisent et s'incrustent un petit peu dans la région. À Jérusalem-Est, 550 000 habitants, la ville devait être, d'après les accords d'Oslo, la capitale du futur État palestinien. Aujourd'hui, les Palestiniens sont majoritaires d'extrême justesse sur ce territoire, 52% de la population. Les Israéliens ont construit partout ce qu'ils appellent des nouveaux quartiers, donc ont des jolis noms bibliques, Atarot, Ramoth, Pisgat Zéef et tout. Pisgat Zéef qui est relié à Jérusalem-Ouest par un tramway construit par les Français. Merci à Alstom et à Veolia. Et aujourd'hui, ce sont les quartiers palestiniens de Jérusalem-Est qui sont attaqués. Évidemment, l'attaque la plus sensible en ce moment, elle a lieu sur l'esplanade des mosquées, donc dans la vieille ville. Il faut savoir que la vieille ville de Jérusalem a été coupée en 4. Un quartier juif, un quartier chrétien, un quartier arménien, un quartier musulman. C'est sur le quartier musulman que se trouve l'esplanade des mosquées. Et aujourd'hui, alors qu'il y a des sectes d'extrême droite en Israël qui rêvent depuis longtemps de dynamiter la mosquée Al-Aqsa et le dôme du Rocher, et jusqu'à présent, ces sectes étaient interdites d'accès à l'esplanade des mosquées, et maintenant Netanyahou les laisse parader, donc dans le but évidemment de provoquer un embrasement généralisé, comme il y avait déjà eu un embrasement généralisé quand Ariel Sharon avait fait une provocation sur cette même esplanade des mosquées. Et en même temps, dans les quartiers palestiniens de Jérusalem-Est, par exemple à Silouane, on détruit des centaines de maisons palestiniennes. Il y a déjà plusieurs milliers de Palestiniens qui ont été expulsés. On le fait au nom de la Bible. Les Israéliens ont décidé que le roi David avait vécu là, donc on construit la maison du roi David, le parc du roi David, le musée du roi David, alors que, je l'expliquerai tout à l'heure, même les plus grands historiens israéliens sont à peu près persuadés que l'histoire de David est totalement légendaire et que ce personnage, en tout cas sous une forme historique, n'a pas existé. L'autre morceau de l'apartheid israélien qu'il ne faut jamais oublier, ce sont les Palestiniens d'Israël. 23% de la population de l'Israël d'avant la guerre de 67. Ils se définissent eux-mêmes comme des miraculés. Leur expulsion avait été programmée en 1948. On le sait maintenant avec l'ouverture des archives. Même les historiens sionistes reconnaissent qu'il existait le plan d'Alet. Dalet, c'est la lettre D en hébreu, qui prévoyait
expulsion de tous les Palestiniens. Ceux qui ont échappé à l'expulsion, c'est parce qu'il y avait des soldats anglais sur place ou parce qu'il y avait des fortes concentrations chrétiennes et que l'État d'Israël naissant ne voulait pas se mettre au mal avec les puissances chrétiennes. Aujourd'hui, ces Palestiniens d'Israël subissent toute une série de discriminations qui tient à leur carte d'identité. Sur la carte d'identité, pour les juifs israéliens, c'est marqué juif, et pour les autres, c'est marqué musulman ou chrétien. Et quand on n'est pas juif dans un État juif, ben on n'a pas le droit d'avoir un certain nombre de métiers. Donc à peu près tous les métiers qui sont liés à ce que les Israéliens appellent la sécurité, ça peut être le téléphone, la compagnie des eaux, la compagnie d'électricité, la fonction publique, sont interdits aux Palestiniens. Le résultat, c'est que s'il y a à peu près 15% de la population juive israélienne qui vit sous le seuil de pauvreté, c'est 55% de la population des Palestiniens d'Israël qui est sous le seuil de pauvreté. Ils ont un très grand interdit au logement et surtout à la terre. Il faut comprendre que quand la guerre de 1948 éclate, donc ce que les Israéliens appellent la guerre d'indépendance et que les Palestiniens appellent la catastrophe, la Nakba, les Juifs israéliens ne possèdent que 8% de la terre. À la fin de la guerre, ils en possèdent 92%, ils ont tout confisqué, ils ont détruit 700 villages. Aujourd'hui, ils ont refusé le droit au retour des réfugiés. Aujourd'hui, en Israël, il y a une association progressiste qui s'appelle Zohot, qui entretient la mémoire des villages disparus. Et aujourd'hui, les Palestiniens d'Israël ne possèdent plus que 3% de la terre, alors que c'est une population essentiellement rurale. Dans les villes mixtes ou dans les villes palestiniennes, quand ils veulent construire, il n'y a pas d'espace. Donc ils ne peuvent pas s'agrandir, ils ne peuvent pas aller dans des espaces qui sont réservés aux Juifs, ils ne peuvent pas construire en hauteur, alors ils s'entassent bien souvent dans les appartements. Parmi les Palestiniens d'Israël, ceux qui vivent la situation la plus dure, qui est une véritable situation d'apartheid, ce sont les Bédouins du Negev. Les Israéliens ont expulsé en 1949 la majorité des Bédouins du désert du Negev, qui est au sud d'Israël, mais il en est resté. Ces Bédouins dans le Negev sont aujourd'hui 160 000. Il y a 7 villages reconnus, où vivent à peu près 40 000 Bédouins, et une cinquantaine de villages non reconnus. Non reconnus, ça veut dire sans eau, sans électricité, sans route, sans école. Ils sont citoyens israéliens, mais ils n'ont pas le droit de construire en dur. Dès qu'ils mettent des parpaings, on vient détruire leur village. Le grand village de la résistance actuellement, c'est Al-Arakib, à 7 km de Beersheba, qui a déjà été détruit 60 fois, et dans lequel les derniers Bédouins sont encerclés. La mosquée déjà a été évacuée, ils vivent aujourd'hui dans leur cimetière, et il y a un décret qui est paru, ils vont être définitivement expulsés. Ceci dans le but de peupler le nord du Negev avec de nouveaux immigrants. Plusieurs centaines de milliers de nouveaux immigrants israéliens sont prévus aujourd'hui dans le nord du Negev. J'ajouterai, pour parler de l'apartheid israélien, ne jamais oublier les réfugiés. 800 000 Palestiniens ont été expulsés de leur propre pays en 1948, c'est le crime fondateur. Aujourd'hui, 4,5 millions de personnes ont la carte de l'UNRWA. L'UNRWA, c'est l'Office des Nations Unies chargé des réfugiés. Ils sont ces expulsés ou leurs descendants. Ils vivent dans une soixantaine de camps, dont un peu plus de la moitié sont en Palestine occupée. À Gaza, 75% de la population sont des réfugiés. En Cisjordanie, c'est à peu près 30 à 35%. Et il y a aussi des camps de réfugiés dans 3 pays arabes, la Jordanie, le Liban et la Syrie. Les réfugiés des pays arabes voisins ont été très maltraités par les États. Le roi Hussein de Jordanie a massacré 30 000 Palestiniens, c'était Septembre Noir en 1970. La guerre civile du Liban a fait de très nombreuses victimes palestiniennes. L'acte fondateur, c'est un car palestinien mitraillé à Beyrouth. Les grands crimes de cette guerre du Liban, c'est Sabra et Shatila, les phalangistes avec le soutien et l'infrastructure israélienne. Sabra et Shatila, donc, ou Tel el-Zatar, les phalangistes avec le soutien et l'infrastructure syrienne. Et il faut savoir que l'une des défaites majeures de l'OLP en 1984, c'est l'expulsion justement de Yasser Arafat du Liban, encerclé par les troupes syriennes d'un côté, les vedettes israéliennes de l'autre côté, et l'OLP est obligé de quitter le champ de bataille pour partir en Tunisie, à 3000 km de là. Les réfugiés qui vivent en Palestine ont été complètement laissés à l'abandon par l'ONU, qui a eu une attitude d'une extrême lâcheté à leur égard. Tout ce qu'ils ont créé, les écoles, les centres sociaux,
parfois des niveaux d'instruction comparables à ceux de la société israélienne. Ils l'ont fait avec leurs propres mains, mais ils ont été abandonnés. Ne jamais oublier non plus dans l'apartheid israélien la question des prisonniers. 800 000 Palestiniens ont connu la prison depuis 1967. À l'échelle de la France, c'est 15 à 20 millions. Tous les partis politiques sont touchés ou ont été touchés. Aujourd'hui, il y avait 5700 prisonniers la veille de l'opération Bordure Protectrice. On est remonté à 7000. Les Israéliens ont fait de nombreuses arrestations. Il faut comprendre que tous les partis politiques sont touchés. Il y a évidemment Marwan Barghouti du Fatah, un autre général du Fatah est mort en prison il y a 1 an d'un cancer non soigné. Toute la direction politique du FPLP, le Front Populaire de Libération de la Palestine, dont le secrétaire général Ahmed Sadat, sont en prison. Et il y a 21 députés ou maires du Hamas qui sont en prison. Imaginez s'il y avait dans le monde un seul élu israélien qui soit en prison immédiatement. Tout le monde crierait à l'antisémitisme, bien évidemment. Il faut savoir que dans les prisons, on torture. Dans les prisons, il y a de nombreux enfants, il y a plus de 500 enfants qui sont emprisonnés. Dans les prisons, on isole et on pratique à fond ce qu'on appelle la détention administrative, c'est-à-dire l'emprisonnement sans jugement, qui est d'une durée de 6 mois, qui est reconductible indéfiniment. Et notamment, souvent, ce sont des anciens prisonniers libérés qui sont repris en détention administrative. Les prisonniers ont mené de très nombreuses grèves de la faim contre la détention administrative. Tout comme les Palestiniens d'Israël ont mené de nombreuses batailles pour avoir la terre. Quand on fête la journée de la terre, c'est une révolte des Palestiniens d'Israël. Alors si j'ai fait ce descriptif, c'est pour que vous compreniez que cette guerre, elle n'est pas limitée. Cette guerre, elle n'a pas commencé en 1967. Elle n'a pas commencé en 1948. Elle commence pratiquement au début du 19e siècle. Et c'est là que la question du sionisme va être extrêmement importante. Vous devez comprendre que toutes les institutions qui ont dépossédé le peuple palestinien de son propre pays, et je vais les citer, ont été créées 40 ans avant Auschwitz, parfois 50 ans avant la création de l'État d'Israël. La Banque nationale juive, la Banque coloniale juive, pardon, le nom ne s'invente pas, 1898. Le KKL, Keren Kayemet Israël, c'est-à-dire le Fonds national juif, celui qui plante des arbres là où il y a en dessous des villages palestiniens qui ont été détruits, 1901, et depuis 1901, très régulièrement, petit à petit, il s'empare par la force de terres arabes, et les judaïstes, c'est son boulot. La Histadrout, le syndicat unique israélien, 1920, dans l'article numéro 1 de la Histadrout, il y a la défense du travail juif, c'est l'article numéro 1 des statuts. Le premier acte de la Histadrout, dès 1921, c'était le boycott des commerces arabes. C'est-à-dire qu'ils avaient la volonté de créer une société spécifiquement juive. Et puis après, ils briseront la grève générale palestinienne de 1936 et ils posséderont jusqu'à 12% de l'économie israélienne, puisque la plus grande banque du pays, c'est la Banque Leumi, la plus grande compagnie de travaux publics, Solal Bonnet, celle qui a construit l'économie, la plus grande compagnie d'autobus, Eged, tout ça, c'est la Histadrout qui l'a fondée. La Histadrout possède toujours des caisses de sécurité sociale et de retraite et doit des centaines de millions de shekels aux travailleurs palestiniens qui ont été licenciés après la première intifada. Dans les institutions sionistes qui ont été créées très très tôt, bien avant 1948, il faut citer la Haganah, qui est l'ancêtre de l'armée, de Tzahal. Il faut citer l'agence juive, 1928, qui est spécialisée donc pour donner des appartements et des terres, en général volées, aux nouveaux immigrants. Alors, pourquoi aborder la question du sionisme et pourquoi la question du sionisme, de mon point de vue, est une question complètement centrale? Je signale que ça ne faisait pas forcément consensus, même dans le mouvement de solidarité, il y a quelques années. Certains disaient le sionisme, c'est une question d'histoire, c'est l'idéologie qui a créé l'État d'Israël, mais l'État d'Israël existe, à quoi bon revenir là-dessus? Justement, c'est une question absolument pas d'histoire, c'est la question totalement vide. Si aujourd'hui il y a la barbarie, si aujourd'hui il y a le sociocide contre les Palestiniens, si aujourd'hui, comme l'expliquait Ariel Sharon, nous allons terminer la guerre de 1948, si aujourd'hui il y a l'apartheid,
c'est le sionisme.